Merci beaucoup, Stéphane. Je vous salue. Je me réjouis d'être parmi vous aujourd'hui. Je m'appelle Olivier Esser. Je suis chargée des sports au ministère de la communauté germanophone belge. Donc le ministère de sport de la communauté germanophone en Belgique, donc sûrement la plus petite région aujourd'hui présente, mais une région très sportive. On m'a demandé aujourd'hui de parler d'une chose en particulier que nous avons élaborée il y a quelques années. Il s'agit des passeports de natation. Avant de passer au passeport, j'aimerais tout d'abord vous parler du sport scolaire, du sport associatif dans notre région pour donner quelques explications, car ça c'est seulement une activité dans du programme du sport scolaire. Je ne vais pas parler en particulier d'une discipline, mais c'est vrai que on peut comparer un petit peu aussi les systèmes avec le Luxembourg et le système en Allemagne et en France, bien sûr. Donc, n'hésitez pas surtout de poser des questions. Concernant le contenu, je viens de le dire déjà, mais info, quel est le sport comment est organisé le sport scolaire au sein de la communauté germanophone belge, puis le programme donc de sport dans les écoles, puis je vais parler en particulier de la natation. Pourquoi? Parce que depuis de nombreuses années, on parle du problème d'enfants qui ne sont pas aptes encore à nager. Je vais parler de quelques études et aussi des études qui proviennent des pays voisins, comme par exemple au Luxembourg, où une réforme a été introduite il y a quelques années concernant l'apprentissage de la natation. C'est un sujet très important au Luxembourg également. Les chiffres sont semblables. Et dans le domaine ici même de la Sarre ou dans le land de la Sarre, en Rhénanie-Palatinat et tout en général dans la grande région, on peut dire que les chiffres se ressemblent énormément. On va tous dans la même direction, malheureusement, d'un côté. Alors, en ce qui concerne le sport scolaire, nous sommes une petite communauté, 80 000 habitants, un propre gouvernement, un propre parlement et bien sûr, donc différentes réglementations pour la vie scolaire, mais aussi pour le sport. Programmes scolaires qui proviennent du ministère de notre communauté germanophone. Et pour le sport, nous sommes responsables nous-mêmes concernant les fédérations, le financement et surtout en ce qui concerne le sport extrascolaire. Donc, en fait, il s'agit de sport scolaire, mais du côté du ministère, il y a un transfert vers les fédérations. Je vais en parler un peu plus amplement plus tard, mais jusqu'au 31 décembre 2024, la responsabilité était au sein du ministère du Sport. Et donc, il existe depuis ce programme pour différentes activités pour le sport extrascolaire. Le programme du sport scolaire, donc nous avons du cours de sport à l'école, bien entendu. Nous sommes d'avis que 2 heures en semaine ne sont pas assez. Et en plus du sport scolaire, donc des 2 heures, qui sont maintenues
depuis la maternelle jusqu'au bac, eh bien, nous proposons un programme de sport scolaire. Alors, qu'est-ce que c'est? Il s'agit d'un programme annuel avec différents faits ludiques, des tournois pour tous les différents niveaux, mais aussi avec des activités au niveau international, street soccer, balance, par exemple, que certains d'entre vous ont sûrement déjà entendu. Puis aussi une formation pour un assistant pour les cours de sport. Donc, nous formons des élèves, environ 20 heures de cours, pour devenir assistants qui, au sein de l'école, sont responsables à faire bouger les élèves, à leur faire plus d'exercices, de les animer, d'organiser des jeux, par exemple pendant les récréations. Et l'école met à disposition aussi du matériel pour faire cela. Voilà, par exemple, ce que contient ce programme, entre autres. Depuis le 1er janvier 2025, les compétences sont au sein des fédérations. Donc, nous n'avons pas de fédération scolaire. Donc, nous avons des relations avec les différentes associations et clubs. Mais nous avons tout de même donc une fédération qui est responsable pour le sport scolaire. Émile Weber, mon collègue, y participe également. Tout à l'heure, on a parlé de coopération. Eh bien, je suis sûre que nous sommes intéressés également par ces échanges, bien entendu. Peut-être qu'on pourra même, dans les 2 prochains jours, en parler, en convenir. Donc, c'est le Leitverband des Ostbelgischen Sports, LOS, et la collègue est présente également aujourd'hui. Voici notre programme de sport scolaire sur notre nouveau site du LOS. Donc ici, vous pouvez cliquer sur formation des assistants, puis vous pouvez cliquer sur les championnats, les concours. Depuis l'année dernière, même une compétition en échecs qui est maintenant reconnue en tant que sport depuis quelques temps. Puis nous avons ici le Challenge Cross, mais également le projet École Club. C'est-à-dire que les clubs peuvent venir vers nous, travailler en coopération avec les écoles. Les clubs peuvent être soutenus financièrement s'ils organisent un projet avec les élèves, par exemple, et qu'ils travaillent environ au moins 10 heures de cours donc, pour présenter le sport, la discipline, pour apprendre les premières bases aux élèves. Et ce qui peut être très intéressant aussi pour le club, même faire un petit peu le recrutement peut-être de talents. Voilà donc un aperçu, mais pour ceux qui ont des questions, n'hésitez pas à cliquer sur cette page. Il y a encore beaucoup d'informations à découvrir. Bien sûr, des fêtes pour les plus petits, pour le niveau maternel, Ballfit, un petit peu le même système que Wibbel et Dribbel, différentes activités, différentes stations pour découvrir différentes disciplines, puis donc les tournois. Et depuis peu, c'est quelque chose que nous aimerions bien intégrer dans notre communauté. C'est le Compas Sport. C'est vraiment pour rechercher des talents. C'est un système qui a été élaboré par l'Université de Genève, à savoir qu'il existe un outil que les enfants utilisent. Ils vont parcourir plusieurs stations, ils font différentes mesures, ils
Ils ont plusieurs tâches à faire. Tout ça, c'est enregistré, documenté. Et l'objectif est de savoir dans quel domaine les enfants ont des points forts, ou pour quelle discipline aussi, ou pour quel sport ils ont un certain talent. D'ailleurs, il existe une appli qui pourra être utilisée à l'avance dans la classe pour déjà cliquer différents sports qui les intéressent, par exemple. Et après l'évaluation de cette appli qui s'appelle I Like, donc c'est une sorte de sondage, mais qui se fait à travers d'activités. Donc c'est pas vraiment un test ou une épreuve. C'est un petit peu ludique, où il y a différentes stations, étapes à faire. Et à la fin, les enfants reçoivent une évaluation avec différentes bulles. Si la bulle est grande, l'enfant a beaucoup de talent pour cette discipline en particulier, par exemple. Puis l'enfant reçoit 4 ou 5 propositions de sport qui pourraient intéresser l'enfant en question. N'hésitez pas à me poser des questions si vous avez... si vous voulez. Donc, je vous ai présenté un grand nombre d'activités que nous pouvons très bien organiser. Nous travaillons environ avec 6000 enfants, 6000 adhérents par an. Les transports en bus sont organisés, sont financés pour les écoles, les établissements scolaires. Donc, les écoles peuvent contribuer à différentes activités durant l'année. Donc l'école s'inscrit, toutes les écoles ont la possibilité de s'y inscrire, bien sûr jusqu'aux limites du nombre d'inscriptions. Mais la discipline natation n'était pas inclue. Vous savez que c'est plus difficile à mettre en œuvre et le cours de natation a eu lieu à l'école. Les cours de natation font partie du programme scolaire, mais uniquement jusqu'au CM1. C'est-à-dire que beaucoup d'écoles ne vont plus proposer des cours de natation après le CM1. Quel est le niveau de natation des élèves, des jeunes? Maîtriser la natation, qu'est-ce que ça veut dire? J'aimerais vous l'expliquer. Savoir nager. Donc, comportement en sécurité dans l'eau profonde, et pouvoir nager un certain nombre de mètres. En coopération avec Thomas Venneborn, qui a travaillé à l'université de la Sarre, qui était à l'époque donc professeur pour la pédagogie sportive. Aujourd'hui, il travaille à Leipzig. Il a publié aussi le journal Sportzeitschrift. Et pour tous ceux qui s'intéressent à la natation, n'hésitez pas à revenir vers moi, car il existe une publication très importante concernant les capacités, les compétences des enfants, de différents tests. Vraiment, c'est très très intéressant. Je vous ai noté la source ici en bas à droite. Si vous n'y avez pas accès, n'hésitez pas à revenir vers moi. Alors, savoir nager, être à l'aise dans l'eau, avoir différentes compétences. Il existe de nombreuses études.
même avant la crise Covid et avec les différentes restrictions engendrées, à savoir la fermeture des piscines, plus de cours de natation, etc., on a constaté que même avant, il y a eu beaucoup de problèmes aussi à ce niveau-là. Mais au final, environ 20 à 25% des élèves en primaire ne sont pas sûrs, ne sont pas vraiment compétents et ne savent pas vraiment nager. Ne sont pas des nageurs sûrs. Donc, disons des élèves de 6 à 10 ans, encore un peu plus élevés. Par contre, si on va jusqu'à 17 ans, ce pourcentage baisse à environ 15 à 18%, donc moins important. Donc, il existe de nombreux sondages. Le sondage du DLRG. Vous voyez les chiffres ici. J'en ai pas besoin d'en dire beaucoup plus. Une autre étude très intéressante du RKI, du Robert Koch Institute en Allemagne, concernant les déterminants sociaux. Quelles sont les raisons pour une mauvaise capacité des élèves dans de nager? Donc souvent, c'est le statut des parents, le statut socio-économique qui serait une raison pour laquelle les enfants ne savent plus nager aujourd'hui. Donc, à savoir si le salaire net est en dessous d'une certaine somme. Donc, c'est un fait. Les cours de natation, cela coûte cher si les parents doivent bien sûr assurer le financement. Ce n'est pas facile pour toutes les familles et c'est un facteur qui est responsable de cette situation. Deuxième facteur, le statut de migration. Donc, quand vous avez deux parents migrants, apparemment, donc les enfants ne sont pas aptes de nager. Puis l'accessibilité aux piscines. Il y a quelques années en Allemagne, nous avons constaté qu'il y a de moins en moins de piscines et des communes moins de 5000 habitants sont concernées. À savoir que l'accessibilité est de plus en plus difficile pour les familles. Et ce qui est important pour nous, au final, pour les cours à l'école, eh bien, 40% des enfants apprennent à nager sous responsabilité des parents, 20% pendant des cours, dans des clubs, et que seulement 12% à l'école. Et je crois qu'au début de notre manifestation aujourd'hui, comment avoir accès aux élèves et où? Eh bien, c'est dans les écoles. C'est uniquement là qu'on peut avoir un accès et qu'on peut les toucher leur attention. Si je parle à un prof d'histoire, il va me dire oui, l'histoire c'est la base pour le savoir, etc. Le prof de mathématiques également a des raisons pour demander plus de cours de maths. Et puis,
Pour le sport et en particulier pour la natation, c'est juste une discipline de plusieurs au sein du groupe du cours de sport, mais la natation dépend parfois de la survie des jeunes et des enfants. Il y a quelques années, nous avons constaté que les cours de natation dans les différentes piscines remettent différents certificats, diplômes, et parfois, au sein des familles, donnent une sécurité aux enfants, c'est-à-dire, mon enfant a eu un certificat, mon enfant peut nager. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Et nous avons essayé de remettre en question le cours de natation, donc de ne plus mettre en avant ces certificats et ces diplômes, ces brevets. Et c'est pour ça pourquoi nous avons créé le passeport de natation. Nous avons créé un groupe de travail. Nous avons intégré des profs de natation, des profs de sport, des responsables au sein des ministères, des experts sportifs. Nous avons basé notre savoir sur un nouveau croquis du programme scolaire, donc dans un premier temps concernant l'école primaire. Puis nous avons élaboré un concept de niveau pour développer un système d'un bon savoir, donc de savoir nager. Puis nous avons différents niveaux pour arriver à un nageur sûr. Et là, tout en bas, vous voyez, on a essayé d'intégrer lors des cours à l'école. Donc, voici un exemple. La plupart des enfants ont des cours de natation 9 ou 10 fois par an. Donc, si tout va bien, ils sont dans l'eau pendant 40 minutes. Le nombre d'élèves moyens sont de 20 élèves. Chez nous, on a un prof de natation et donc, vous imaginez le reste. Les 2 premières phases, déjà, s'habituer à l'eau et avoir des connaissances de base, c'est déjà difficile à mettre en œuvre. Donc, vous voyez bien, on ne commence pas avec à apprendre tout de suite la natation, parce qu'il y a différentes étapes à apprendre au préalable. La première étape, c'est de s'habituer à l'eau. Les enfants doivent se sentir à l'aise dans l'eau, être à l'aise dans l'élément de l'eau, ne pas avoir peur, ressentir, goûter l'eau, etc. Et ici, nous avons essayé de faire un schéma d'après l'expérience que les enfants, ou le temps qu'ils ont besoin pour faire cette expérience. Puis après, on arrive aux compétences de base. Et puis après, vraiment, apprendre la natation et par la suite, apprendre à nager sûr. Être un nageur expérimenté. N'hésitez pas à revenir vers moi si vous avez des questions ou si vous avez besoin des liens ou un support. Voilà le concept des différents domaines, l'eau, goûter, écouter, toucher. Et tout ça, ce sont des étapes à faire au préalable avant d'apprendre à nager. Voici donc à quoi ressemble notre passeport de natation, que je vais vous montrer aussi par la suite. Ce passeport est disponible en ligne. Donc déjà,
se sentir à l'aise, numéro un, dans l'eau. Prendre du plaisir dans l'eau. Puis après, savoir bouger dans l'eau. Puis après, donc, la remise d'un certificat lorsque l'enfant est apte à nager une certaine longueur. Alors, comment cela se présente? Première étape, il s'agit de ne plus avoir peur de l'eau, de sauter dans l'eau. D'abord dans une petite profondeur, après à une plus grande profondeur. Ouvrir les yeux sous l'eau, nager sur le dos. Des éléments de base avant d'apprendre à nager. Chaque enfant, dans la communauté germanophone, à l'âge de 5-6 ans, reçoit ce carnet ou passeport car la plupart des enfants débutent avec ces cours au CP, même peut-être en grande section en maternelle. Donc, ça dépend un petit peu des écoles. Donc, parfois même en grande section en maternelle. Les enfants reçoivent gratuitement ce carnet et à la fin d'un cycle, les enfants peuvent faire une épreuve. Bien sûr, nous essayons de soutenir et d'aider les profs de sport pour faire ceci. Et donc, les enfants reçoivent un petit autocollant qu'ils peuvent coller dans leur passeport. La date, etc. sera notée et ainsi de suite. Je ne vais pas vous montrer toutes les pages, mais juste pour vous donner un aperçu. Là, c'est le passeport 2, 3. Donc ici, l'enfant peut nager avec un support. Après, il va plonger. Ici, on passe à l'étape 4. Pour nous, au sein du ministère, une étape est très importante car à la fin du CM1, où chaque enfant doit passer l'étape du carnet, donc numéro 6, de cette étape 6. Donc le principe, c'est vraiment de faire en sorte que tous les élèves au CM1 passent l'étape 6, ce certificat. Puis nous recevons au sein du ministère les données de manière anonyme, car nous nous sommes rendus compte que nous n'avons pas de données valides. Donc ce passeport a été élaboré avant la crise du Covid. Après, c'était donc bien sûr difficile à mettre en œuvre. Les piscines étaient ouvertes, les piscines étaient fermées. Après les inondations du Ahrtal, nous avons dû fermer une piscine qui venait tout juste d'ouvrir, qui devait fermer pendant 3 ans. Donc il y avait 4 piscines disponibles, pour 80 000 habitants. Donc ce qui a mené au fait qu'après 3-4 ans, nous n'avions pas de données accessibles et valides. Heureusement, toutes les piscines sont ouvertes aujourd'hui.
Cette étape 6, donc très importante, nous avons fixé avec les experts et nous sommes convenus que si les élèves passent cette étape, eh bien, on peut constater que les élèves sont des nageurs expérimentés. L'utilisation de ces passeports, je l'ai déjà mentionné au long de ma présentation, chaque enfant reçoit avec 5 ou 6 ans ce passeport à l'école. Ils vont passer les étapes à leur propre rythme. Les élèves passent un test, une épreuve au CM1 pour justement avoir des données, des chiffres, nous, au sein du ministère, sur les élèves aptes à nager. Voilà encore les différentes étapes que je vous ai présentées. J'arrive à la fin de ma présentation et sur les passeports de natation. Merci beaucoup, Olivier, pour ta présentation. J'ai le sentiment que on va avoir beaucoup de questions. N'hésitez pas à poser vos questions. D'après ce que tu as dit, Olivier, les passeports de natation sont délivrés gratuitement aux élèves, n'est-ce pas? Parce que, pourquoi je pose cette question? En SAR, cela n'a pas été fait, justement. Et en 2016, lorsque la DRLAG a fait ce sondage dont je viens de parler, eh bien, la DLRG a produit un certain nombre de chiffres, mais dès qu'un tel passeport coûte de l'argent, le professeur doit avancer les frais pour passer la commande. Et donc, 80% des professeurs des écoles primaires, n'ont pas passé la commande pour ne pas dépenser l'argent, et donc les épreuves n'ont pas été faites avec les élèves. Alors du coup, nous, on ne sait pas qui sait nager parmi les enfants et qui ne le sait pas. Donc si nous voulons qu'une telle statistique soit vraiment valide, produise des données valides, nous devons absolument veiller, en tant que ministère par exemple, de délivrer ces passeports gratuitement, sans frais supplémentaires. Peu importe où on le fait, il faut vraiment veiller à financer le tout. En effet, la question des coûts est le talon d'Achille, à côté bien sûr des questions pratiques. Où est-ce que je peux avoir ces passeports? Qui est-ce qui me les livre? Eh bien, c'est nous qui les apportons aux écoles. Nous les apportons aux piscines. Et quand les professeurs m'appellent pour me dire « je suis à court d'autocollants », nous pouvons les leur fournir également. Nous les leur livrons à domicile ou à l'école. Mais ça, ce sont vraiment de petits détails d'ordre organisationnel qui causent parfois un grand problème et qui font que les choses n'avancent pas. Les cours de natation de l'école scolaire sont parfois donnés soit par le professeur DPS, soit par les maîtres nageurs de la piscine en question. Et parfois. Et au bout d'un moment, j'ai constaté que dans une certaine école, il y avait un problème. On a eu personne qui souhaite signer le carnet, ni le maître nageur, ni le prof. Alors, on a créé des petits tampons. Et aujourd'hui, ce sont les enfants reçoivent un tampon et plus une signature dans le carnet. Voilà, parfois, ce sont des questions très techniques. Alors, les cours de natation sont donnés par des enseignants normaux ou formés spécialement.
Alors, les professeurs qui donnent les cours de natation sont soit des maîtres nageurs de la piscine, soit des profs de l'établissement scolaire. Donc, c'est l'établissement scolaire qui peut décider s'il affecte son prof d'EPS, qui est un professeur qui a fait des études universitaires dans la matière du sport, à ce cours de natation. Mais alors, il manque pendant 2 heures à l'école, quand il va à la piscine avec une classe. Donc, une autre classe n'a pas de cours de sport pendant ce temps où ce professeur d'EPS se rend à la piscine avec une classe. Et parfois, ce sont donc les maîtres nageurs qui donnent par conséquent le cours pour que les profs ne manquent pas à l'école. Donc, ils sont financés aussi par le ministère de l'Éducation ou comment ça se passe? Qui finance quoi? Le financement des établissements scolaires a été modifié dans la communauté germanophone de Belgique il y a quelques années. Aujourd'hui, chaque établissement scolaire reçoit ce qu'on appelle des moyens alloués à la pédagogie. Pas pour des activités particulières, mais pour la pédagogie. Chez nous, 80% des écoles primaires sont sous la responsabilité des communes, des municipalités. Après, vous avez aussi les responsables privés qui sont également responsables pour un certain nombre d'écoles. Et donc, cet organisateur, cette entité responsable pour un établissement scolaire reçoit des fonds de la part de l'État. Et les cours de natation, ça coûte la location de la piscine, ça coûte le salaire du prof, du maître nageur qui fait prof. Et ça coûte donc beaucoup d'argent. Mais il faut absolument allouer le budget pour les cours de natation, et ce, dans chaque établissement scolaire. Et nous sommes en train de décliner cela par compétences pour avoir des chiffres valides. Mais c'est comme ça que ça se fait, le financement des cours de natation, comme le financement des autres activités. La question n'a pas pu être comprise par la cabine. Non. Donc, c'est 3 heures de sport par semaine en communauté germanophone de Belgique. Pourquoi? Parce que le sport est vital. Les plans d'enseignement cadre se basent sur 2 heures de sport par semaine, mais une école peut décider de proposer 3 heures d'heures de cours de sport par semaine, parce que l'établissement scolaire dit, pour moi, le sport est important.
quel est le régime légal en communauté germanophone de Belgique par rapport au personnel encadrant? Pourquoi je pose cette question? En Allemagne, les règles sont quand même assez strictes, ce qui rend difficile pour les écoles primaires d'organiser les cours de natation. Pourquoi? Parce que les profs seraient toujours avec un pied en prison, en quelque sorte, hein, si un élève a un accident à la piscine. Et il y a quelques cas qui ont fait école, en quelque sorte, en Bavière. Nous devons différencier deux choses. Nous avons d'un côté le professeur de sport ou le maître nageur auquel on donne mandat pour qu'il donne le cours de natation. Mais la législation belge prévoit qu'à côté, il doit toujours y avoir un surveillant dans la piscine. Donc, les deux fonctions, les deux rôles sont dissociés et distribués sur deux personnes différentes. Pour la surveillance, c'est la piscine qui est responsable. Et pour les piscines, il y a une législation régionale qui prévaut. Donc c'est une loi régionale wallonne qui prévoit une clé de répartition, un nombre de surveillants déterminé pour un nombre d'élèves déterminé présents dans la piscine. Et ces surveillants doivent avoir une formation de haut niveau, hein, et ils sont absolument interdits de donner des cours de natation. Ils sont que surveillants. Donc, ils sont vraiment responsables pour la sécurité. Mais de l'autre côté, donc pour donner le cours de natation, on n'a besoin d'aucun brevet en Belgique. Conséquence, dans les piscines, il y a des particuliers qui peuvent donner des cours de natation. Le citoyen lambda peut donner un cours de natation dans une piscine quelconque en Belgique. Pas de brevet nécessaire pour être prof de natation.